Sonobook présente, avec l'autorisation de The Trigonier Trust et des éditions Le Bélial pour la traduction française, La Patrouille du Temps de Poul Anderson, volume 1 du cycle La Patrouille du Temps, interprété par Frédéric Knepp. Avant-propos. Le livre que vous tenez entre les mains est un petit événement, car voici pour la première fois réunis en volume l'ensemble des récits formant le cycle de La Patrouille du Temps, l'un des plus populaires dû à la plume de Poul Anderson, 1926-2001. Précision importante, nous ne parlons ici que des récits traduits en langue française, car il en existe d'autres, ainsi que nous allons le voir. Mais d'abord, effectuons nous aussi une plongée dans le temps. C'est dans le numéro de mai 1955 du Magazine of Fantasy and Science Fiction que paraît La Patrouille du Temps, la première des nouvelles que vous allez découvrir ou redécouvrir. Moins d'un an plus tard, elle est traduite dans le numéro 28 de Fiction, édition française de F et SF, où son auteur est présenté en ces termes. La carrière d'Anderson aux USA a été rapide et brillante. Comme beaucoup de ses confrères de SF, il est diplômé de physique. Né en 1926, il débuta en 1948, encore à l'université, pour se faire de l'argent de poche. Devant des résultats prometteurs, il décida à la fin de ses études de consacrer à titre d'essai une année entière intégralement à l'écriture. Il n'a pas cessé depuis. Ses nouvelles paraissent régulièrement dans les meilleurs magazines du genre, dont bien entendu Fantasy and Science Fiction. Et ses romans sont maintenant au nombre de 5. Vault of the Ages, Three Hearts and Three Lions, Brainwave, The Broken Sword et No World of Their Own. Le premier et le dernier d'entre eux sont des aventures interstellaires. Brainwave, le meilleur d'Anderson à ce jour, est un roman de SF sociologique basé sur un postulat étonnant. La disparition du champ d'inhibition qui restreignait chez les humains et les vertébrés supérieurs l'activité des neurones, ce qui a pour résultat de doubler d'office leur quotient intellectuel. Quant aux deux autres ouvrages, ils participent, chose inattendue, du merveilleux, de la féerie et d'un fantastique épique. Anderson, en fait, n'a pas l'intention de se consacrer exclusivement à la SF. Il prépare aussi plusieurs romans purement romanesques, ainsi que des écrits historiques. Mais il adore le genre qu'il a consacré et qu'il considère comme une fascinante ligne de conduite, une chance de jouer avec les idées, d'étudier les travaux de l'homme et de montrer les conséquences de la théorie en action. Ce portrait, non signé mais vraisemblablement dû à la plume d'Alain de Rémieux, donne une vision assez juste du statut de Poul Anderson à l'époque, bien qu'il comporte quelques erreurs de détail et qu'il passe sous silence la prolixité de son sujet, dont on se fera une idée en consultant la bibliographie à la fin du présent volume. S'il est pauvre en informations purement biographiques, on ne peut le lui reprocher. Anderson s'étant montré particulièrement avare de confidences durant toute sa carrière. C'est seulement en 2002, quand est paru son recueil posthume Going for Infinity, qu'il avait vraisemblablement composé alors qu'il se savait condamné, que l'on a pu découvrir certains détails sur sa vie et son expérience, encore qu'il se soit volontairement limité à ceux qui, selon lui, avaient eu une influence sur sa carrière. Examinons-les de plus près, car ils sont susceptibles de nous éclairer sur le présent volume. Poul William Anderson est né le 25 novembre 1926 à Bristol, en Pennsylvanie. Son père, Anton William Anderson, était le fils d'un capitaine au long cours danois et d'une américaine d'origine danoise et, bien que né sur le sol américain à Philadelphie, il avait été élevé au Danemark. À noter, pour la petite histoire, que son patronyme s'orthographiait à l'origine Andersen, mais qu'il n'avait aucun lien de parenté avec l'auteur de La Petite Sirène. En 1917, Anton Anderson regagne les États-Unis pour prendre part à la Première Guerre mondiale. Et à l'issue de sa démobilisation, il y exerce son métier d'ingénieur. Peu de temps après, il renoue avec une amie d'enfance, Astrid Hertz, qu'il avait connue au Danemark.
Apparentée aux poètes Henrik Hertz et Carsten Hauck, elle avait une formation de secrétaire médicale et travaillait à la légation danoise de Washington. Ils se marient en janvier 1926 et Poole naît 10 mois plus tard et reçoit le prénom de son grand-père maternel. Anton Anderson trouve alors un emploi dans la firme Texaco et toute la famille déménage à Port Arthur dans le Texas. En 1930, naît un second fils prénommé John. Les deux frères sont parfaitement bilingues et ils effectuent en compagnie de leur mère plusieurs séjours au Danemark, à l'époque de véritables expéditions. En 1937, Anton Anderson décède dans un accident de voiture. L'année suivante, Astrid regagne le Danemark avec ses deux fils. Définitivement, pense-t-elle. Mais il est évident que l'Europe va entrer en guerre et elle préfère retourner sur le sol américain, retrouvant son emploi à Washington. Puis, sur les conseils de son frère, Jacob, dit Jack, elle achète des terres agricoles dans l'État du Minnesota et s'y établit comme fermière. Des erreurs de gestion, des ouvriers agricoles incompétents, plus les difficultés consécutives à l'entrée en guerre des États-Unis, et en 1944, elle est ruinée et doit revendre sa ferme. Mais elle trouve un emploi de bibliothécaire au Carleton College de Northfield, dans le Minnesota, emploi qu'elle occupera jusqu'à l'heure de la retraite. Cette même année, Poole Anderson, qui a fini ses études secondaires, entre à l'université du Minnesota et publie sa première nouvelle dans Astounding Science Fiction, une short humoristique, dans la rubrique Probability Zero, où bien des débutants font alors leurs premières armes. Il a découvert la science-fiction grâce à un ami d'enfance, F.N. Neil Waldrop, avec qui il est resté en contact par correspondance. L'enfance d'Anderson, on le devine, n'a pas été rose. Timide et plutôt chétif, il a eu quelques problèmes de santé, dont une mauvaise otite qui l'a laissé dur d'oreille, ce qui lui vaudra d'être réformé. Il se décrit lui-même comme un rat de bibliothèque. C'est en 1947, alors qu'il poursuit ses études universitaires, qu'il entre dans la Minneapolis Fantasy Society, un club d'écrivains dont le membre le plus illustre n'est autre que Clifford D. Simak, un des géants de la science-fiction, qui lui donnera parfois de précieux conseils. Anderson y sera rejoint par un jeune auteur canadien, Gordon R. Dickson, qui deviendra son ami et collaborateur. Cette même année, 1947, paraît sa première vraie nouvelle, Tomorrow's Children. Co-signée par F.N. Waldrop, les deux amis en ont développé ensemble les idées saillantes, mais elle est de la plume du seul Anderson. Elle sera suivie de beaucoup d'autres. Alors même qu'il se lance dans la carrière d'écrivain, ayant compris qu'il n'a pas l'étoffe d'un physicien, notre homme semble pris de bougeotte. En 1951, il passe quelques mois en Europe, se déplaçant à bicyclette et logeant dans des auberges de jeunesse. Il y retourne 2 ans plus tard, mais auparavant, alors qu'il assistait à la Convention mondiale de Chicago en 1952, il a fait la connaissance d'une jeune fan, Karen Cruz. Ils se retrouvent à son retour du vieux continent, se plaisent et décident de se marier et de s'établir près de San Francisco. Leur fille Astrid naît en 1954. À noter pour la petite histoire que les Anderson deviennent à cette époque des piliers du fandom de SF, ce qui inspirera à Philip K. Dick une nouvelle récursive particulièrement savoureuse où l'on voit des hommes venus du futur débarquer à la Convention mondiale de San Francisco en 1955 et enlever Poole Anderson afin qu'il leur communique la formule de restauration de la masse. Tous deux Californiens, Dick et Anderson se fréquentaient durant cette période et ils ont même envisagé d'écrire en collaboration. Anderson, voyageur temporel malgré lui? L'idée est séduisante. En examinant de près les premières entrées de la bibliographie de Poole Anderson, on voit qu'il se partage à cette époque entre 2 tendances. Le récit de SF pur, fondé sur des spéculations scientifiques et sociologiques, le plus souvent destiné à l'Astounding de John W. Campbell Jr., et le space opéra échevelé réservé à Planet Stories, qui jette alors ses derniers feux. C'est dans Astounding qu'il entame son premier grand cycle informel, celui de la Ligue psychotechnique.
avec des textes comme Une manne et The Big Rain, et qu'il publie Sam Hall, sans doute la meilleure de ses nouvelles de l'époque. Et c'est dans les pages de Planet Stories que Dominique Flandry, l'agent de l'Empire terrien, fait son apparition dès 1951. La hard science d'un côté, l'aventure de l'autre. Plus des textes humoristiques ou relevant de la fantasy qui se retrouvent en général au sommaire du Magazine of Fantasy and Science Fiction. Cette tension entre spéculation et distraction va structurer le cycle de la patrouille du temps. Ainsi qu'on le verra à la lecture de ce volume, si le maintien de l'ordre et la préservation d'une ligne historique sont les principaux soucis de Mans Evrard et de ses équipiers, la patrouille a également pour mission d'étudier des époques, des peuples, qui n'ont pas ou peu laissé de traces écrites de leur passage dans l'histoire. Dans Le Grand Roi, par exemple, Keith Denison est un spécialiste de Cyrus et de son temps. Dans Échec aux Mongols, John Sandoval connaît sur le bout des doigts l'Amérique précolombienne. Ainsi, le voyage temporel sert de prétexte à des considérations sur l'histoire et la destinée, des peuples comme des hommes, sans qu'Anderson néglige pour autant les chatoiements exotiques de l'Uchronie, tels que l'on peut les admirer par exemple dans L'autre univers, alias Delenda Est, avec cette Amérique conquise par les descendants des Gaulois, une épopée où se mélangent malice et tragédie. 4 longues nouvelles parues entre 1955 et 1960, puis réunies en recueil cette même année, et c'est tout. Il faudra attendre 1975 pour que notre auteur renoue avec la patrouille du temps dans le cadre d'un récit nettement plus court et plus intimiste, Les chutes de Gibraltar. Entre-temps, Poul Anderson était devenu un auteur de SF de premier plan, remportant 5 Hugo et 2 Nebula, et publiant quantité de romans passionnants. Parmi ces derniers, citons-en 3, où le thème du temps est de la première importance. The Corridors of Time, 1965, qui reprend une idée de Fritz Leiber, celle de 2 factions s'opposant dans une guerre temporelle pour dévier en cours de route vers une méditation sur les archétypes et une critique des simplifications abusives de l'histoire. There Will Be Time, 1973, où c'est un pouvoir psy plutôt qu'une machine qui permet de voyager dans le temps. Et surtout, le roman qui est sans doute l'un de ses plus populaires, Les Croisés du Cosmos, 1960, savoureuse pochade où l'on voit un village anglais du Moyen-Âge confronté à une attaque extraterrestre. S'il n'est pas question ici de voyage temporel stricto sensu, plutôt d'une confrontation entre le passé et un élément que nous qualifierons de futuriste, un alien dans son astronef, le contrat est quand même rempli. L'injection dans la SF d'une dimension historique. Et c'est cette dimension historique qui constitue la principale contribution de Poul Anderson à la science-fiction. Pour citer Sam Moskowitz, toujours à propos des Croisés du Cosmos, son intérêt pour les toiles de fond historiques dans le cadre de la science-fiction lui a conféré une stature que la variété de ses premières œuvres ne lui avait pas permis d'acquérir. On peut aller plus loin et affirmer que ce qui intéresse Anderson au premier chef, c'est la juxtaposition, la stratification des époques et des cultures. En témoigne ce texte paru en 1984. Bretagne, septembre 1979. Ma femme Karen et moi avions passé la nuit à Ploumanac, un vieux village de pêcheurs où les hôtels de tourisme ressemblaient à des pièces rapportées. Nous sommes partis en voiture de bon matin et, suivant les indications de notre guide, avons pris la direction de Kergantuil. Et comme ces noms celtiques nous rappelaient la chute de Rome, l'émigration des Bretons, la résistance aux envahisseurs normands, francs, anglais et germaniques, certains des coins les plus reculés de la Bretagne sont restés païens jusqu'au XVIIe siècle, et les nombreux saints locaux de la région ne sont que d'anciens dieux déguisés. Nous nous sommes arrêtés dans une ferme dont les bâtiments avaient plus de 2 siècles d'existence. Quant à la terre, on devait déjà la cultiver durant l'âge de pierre, et où une grand-mère en robe noire et sabots de bois s'affairait parmi les poules et les canards. Elle ne nous a accordé aucune attention pendant que nous explorions un splendide dolmen néolithique et une allée couverte située sur sa propriété.
Un peu plus loin, à Saint-Uzec, se dresse un gigantesque menhir datant de la même époque, à quelques siècles près, au sommet duquel des chrétiens ont sculpté l'emblème de leur foi. Non loin de là, un des plus grands radômes du monde traque les satellites artificiels. Et nous avons vu tout cela en 1 heure ou 2. Pour l'après-midi, nous avions prévu de nous intéresser à des artefacts du Moyen-Âge et de la Renaissance. Nous mettons ici le doigt sur ce qui fait la richesse des histoires de voyage dans le temps dues à la plume de Poul Anderson. Ce ne sont pas tant les paradoxes et les jeux logiques qui l'intéressent, encore qu'il ait leur part dans ses fictions, que ce qu'on pourrait appeler une étude de caractère du genre humain dans toutes ses manifestations, sur le plan individuel comme sur le plan collectif. Et notons ici, bien que cela nous fasse sortir de notre propos, que cette dimension historique est également au premier plan de ceux de ces textes qui ont été étiquetés fantasy, de The Broken Sword à la saga de Rolf Kraki et autres textes imprégnés de culture scandinave, en passant par The King of Weiss, tétralogie co-signée par Karen Anderson. Mais revenons à notre patrouille. Quelques années après la publication des Chutes de Gibraltar, son créateur déclarait « Je ne pense pas ajouter d'autres histoires au cycle car, pour autant que je puisse en juger, l'idée a maintenant été utilisée au maximum et je ne vois pas d'autres développements possibles. Donc, il me semble inutile de réécrire à nouveau les mêmes histoires. » Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? N'oublions pas qu'Anderson se tenait constamment informé des avancées scientifiques et que son roman Fatoum lui a été inspiré en partie par les fouilles qui se déroulaient sur l'île de Santorin, où certains situaient l'origine du mythe de l'Atlantide. Il n'est pas impossible que des considérations du même ordre l'aient amené à faire reprendre du service à Mans Evrard. Toujours est-il qu'en 1983 paraissait un volume intitulé Time Patrolman, contenant 2 courts romans où l'on retrouvait le patrouilleur du temps. Suivirent, par ordre chronologique de publication, The Year of the Ransom, 1988, publié dans une collection pour la jeunesse, The Shield of Time, 1990, Fix Up, composé de 3 courts romans, Star of the Sea, 1991, une novella, et Death and the Night, 1995, une nouvelle. À noter qu'il doit être possible de classer ces récits par ordre chronologique interne, en fonction de la ligne de vie de Mans Evrard, mais que les exégètes qui s'y sont essayés sont parvenus à des résultats contradictoires, pour ne pas dire paradoxaux. Lorsque Poul Anderson renoue avec son épopée temporelle, il est au fait d'une carrière exemplaire. C'est à cette même époque qu'il achève de conclure le cycle de romans et de récits pour lequel il est le plus connu, celui de la civilisation technique, et dans le cadre duquel il a animé ses héros les plus populaires, Nicholas Van Ryn, David Falkane et, last but not least, Dominique Flandry. La physionomie de la SF américaine vient de subir de profonds changements. Le genre est maintenant une pépinière de best-sellers, et ses écrivains les plus connus ont la possibilité de composer des romans plus longs, plus ambitieux. Poul Anderson ne s'en prive pas, et la décennie 1975-1985 le voit publier des livres comme The Avatar, Orion Shall Rise, The Merman's Children et la trilogie The Last Viking. En même temps, Tor Books entreprend de publier une intégrale raisonnée de ses nouvelles. Tor devient bientôt l'éditeur attitré de Poul Anderson, et c'est à son enseigne que paraît le roman que l'on s'accorde à considérer comme son chef-d'œuvre, The Boat of a Million Years, 1989, dans lequel nous suivons les tribulations d'un groupe d'immortels, depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à un avenir indéterminé. Le premier de ceux-ci, qui changera maintes fois d'identité au fil des siècles, n'est autre que Hannon, l'explorateur carthaginois. Et on peut le considérer comme la quintessence du héros andersonien, tant le motif du voyage court comme un fil rouge tout le long de son œuvre. Dans les pages de ce bateau d'1 million d'années, expression puisée dans un poème égyptien de la XVIIIe dynastie, on retrouve sublimées les qualités que l'auteur n'a cessé de cultiver, en particulier dans le cycle de la patrouille du temps.
un réalisme aigu dans la restitution d'autres époques, d'autres cultures, et une profonde connaissance de l'être humain sous toutes ses facettes. Mais ceci est une autre histoire, pour citer un des maîtres de notre homme, ou plutôt plusieurs histoires, que vous lirez sans doute un jour, du moins, espérons-le. En attendant, bienvenue dans le tourbillon des siècles. Accrochez-vous à votre scooter temporel et suivez Mans Evrard dans les premiers chants de son épopée. Jean-Daniel Brech. La patrouille du temps. Chapitre 1. On demande homme, 21 à 40 ans, de préférence célibataire, expérience militaire ou technique, bonnes conditions physiques, pour travail bien rémunéré, avec voyage à l'étranger. Bureau d'ingénierie SA 305E.45, 9-12 et 2-6. Vous comprenez qu'il s'agit d'un travail assez inhabituel, dit M. Gordon, et confidentiel. Et j'imagine que vous savez garder un secret ? En temps normal, répondit Mans Evrard. Et tout dépend du secret. M. Gordon sourit, d'un sourire bizarre, une courbe des lèvres serrées telle qu'Evrard n'en avait jamais vue. Il parlait un américain courant et portait un complet banal, mais il dégageait une étrangeté qui ne venait pas seulement de son teint bistre, de ses joues imberbes ou de l'incongruité de ses yeux mongols, effilés de part et d'autre de son nez mince et caucasien. C'était difficile à définir. « Nous ne sommes pas des espions, si c'est ce que vous pensez, » dit-il. Evrard sourit. « Excusez-moi, ne croyez pas que je me laisse gagner par l'espionnite comme tout le reste du pays. De toute façon, je n'ai jamais eu accès à des données confidentielles. Mais votre annonce parle d'outre-mer et dans la situation actuelle, je tiens à conserver mon passeport, vous comprenez ? » C'était un homme de haute taille, aux épaules carrées et au visage marqué sous ses cheveux bruns en brosse. Il avait ses papiers devant lui, sa feuille de démobilisation, des certificats d'employeur où il apparaissait comme ingénieur mécanicien. M. Gordon avait à peine semblé les effleurer du regard. La pièce était simple, un bureau et 2 fauteuils, un classeur et une porte donnant sur l'arrière. La fenêtre ouvrait sur la bruyante circulation de New York, 6 étages plus bas. « Esprit d'indépendance », dit l'homme installé au bureau. « Ça me plaît. Trop de gens viennent ici en rampant comme prêts à recevoir un coup de pied et en éprouver de la gratitude. Bien sûr, avec votre formation, tous les espoirs vous sont permis. Vous pouvez encore trouver du travail, même en... Je crois que le terme usité actuellement est « période de réadaptation générale ». Votre annonce m'a intéressé. Comme vous pouvez le voir, j'ai travaillé à l'étranger et j'aimerais me remettre à voyager. Mais franchement, je n'ai aucune idée de vos activités. Elles sont multiples. Voyons, vous vous êtes battu en France et en Allemagne. Evrard sia. Une liste de ses citations figurait parmi ses papiers, mais il aurait juré que l'autre n'avait pas eu le temps de la parcourir. Ça ne vous ferait rien de saisir ses poignets sur les bras de votre fauteuil ? Merci. À présent, quelles sont vos réactions devant un danger d'ordre physique ? Evrard se hérissa. Écoutez, M. Gordon jeta un bref coup d'œil sur un instrument posé sur son bureau. Un simple boîtier avec une aiguille et 2 cadrans. Peu importe. Quelle est votre opinion de l'internationalisme ? Dites donc, du communisme ? Du fascisme ? Des femmes ? Quelles sont vos ambitions personnelles ? Ce sera tout. Vous n'êtes pas obligé de répondre. De quoi diable s'agit-il ? S'écria Evrard. Un petit test psychologique. N'y pensez plus. Je ne m'intéresse en rien à vos opinions, sauf dans ce qu'elles révèlent de votre orientation émotionnelle. M. Gordon se rencogna dans son siège en joignant le bout des doigts. Très encourageant jusqu'à présent. Bon, voici de quoi il s'agit. Nous accomplissons des tâches très confidentielles, comme je vous l'ai déjà dit. On prévoit de surprendre nos concurrents. Il eut un petit rire. Allez-y, signalez-moi au FBI si vous voulez. On nous a déjà soumis à une enquête et nous sommes au-dessus de tout soupçon.
vous apprendrez qu'on s'occupe réellement de finances et d'ingénierie dans le monde entier. Mais pour l'autre facette de notre travail, il nous faut des hommes. Je vous propose 100 $ pour passer dans la pièce de derrière et subir une batterie de tests. Il y en a pour à peu près 3 heures. Si vous ne convenez pas, on en reste là. Si ça marche, on vous engage. On vous expose la situation et on entame sur le champ votre formation. Ça vous va ? Everard hésita. Il avait l'impression qu'on le bousculait. Cette entreprise, c'était plus que ce bureau et cet étranger inodore. Pourtant, il prit sa décision. Je ne signe qu'après avoir été mis au courant de tout. Comme vous voudrez. Monsieur Gordon haussa les épaules. D'ailleurs, les tests indiqueront la décision que vous prendrez. Nous utilisons des méthodes très avancées. Ça, en tout cas, c'était bien vrai. Everard avait des notions de psychologie moderne, encéphalogramme, tests d'association, esquisses de personnalité. Une fois dans la pièce voisine, aucune des machines bâchées qui ronronnaient et clignotaient autour de lui ne lui sembla pourtant familière. Les questions que lui posait l'assistant, d'âge imprécis, la peau blanche, le crâne chauve avec un accent prononcé et une physionomie impassible, lui paraissaient incohérentes. Et qu'était-ce que ce casque de métal sur sa tête ? Où en aboutissaient les fils ? Il étudia les cadrans à la dérobée, mais les lettres et les chiffres lui étaient inconnus. Ni de l'anglais, ni du français, ni du russe, ni du grec ou du chinois. Rien qui appartienne à l'an 1954. Il commençait peut-être à entrevoir la vérité. Tandis que les tests s'enchaînaient, il se découvrait d'une étrange manière. Manson Emmert Everard, 30 ans, ancien lieutenant du génie de l'armée américaine, travaux d'ingénieur en Amérique, en Suède, en Arabie. Toujours célibataire, bien que pensant de plus en plus souvent avec une certaine nostalgie à ses amis mariés. Pas de liaison, ni d'attache d'aucune sorte. Bibliophile, joueur de poker entêté, amateur de voile, d'équitation, de tir, campeur et pêcheur à ses heures de loisirs. Il le savait déjà, bien sûr, mais sous la forme de traits distincts. Curieux. Il se voyait soudain comme un organisme intégré, où chaque élément composait une facette unique et inévitable d'un ensemble donné. Il sortit des tests épuisé, trempé de sueur. M. Gordon lui offrit une cigarette et parcourut la liasse de feuillets codés que lui avait remis l'assistant. Parfois, il marmonnait quelques mots. Z20 cortical, estimation indifférenciée ici, réaction psychique l'antitoxine, faiblesse de la coordination centrale. Il se laissait aller à un accent, à un chantonnement, une prononciation des voyelles qui ne ressemblait à rien de ce qu'Everard avait pu connaître au cours d'une carrière où il avait entendu massacrer l'anglais de toutes les façons possibles. Il se passa une demi-heure avant qu'il relève les yeux. Everard commençait à s'agiter et à s'irriter de ses façons cavalières, mais la curiosité le poussait à se tenir tranquille sur son siège. Monsieur Gordon découvrit des dents d'une blancheur insolite, en un large sourire de satisfaction. « Ah, enfin! Vous savez, j'ai déjà dû repousser 24 candidatures. Mais vous ferez l'affaire, sans conteste. » L'affaire pourquoi ? Everard se pencha. Il sentit son pouce accélérer. « Pour la patrouille. Vous allez devenir une sorte de policier. » « Ouais, où ça ? » ?»« Partout. Et en tout temps. Préparez-vous à une surprise. Voyez-vous, notre société, quoique légale, ne constitue qu'une façade et une source de fond. Notre vraie fonction, c'est de patrouiller le temps. La patrouille du temps. Chapitre 2. L'Académie se situait dans l'ouest de l'Amérique. Elle se situait aussi à l'Oligocène, une époque chaude de forêts et de prairies, où les tristes ancêtres de l'homme détalaient en trottinant au passage des mammifères géants. On l'avait bâti 1000 ans plus tôt, et on l'entretiendrait un demi-million d'années,
le temps de former autant d'individus qu'il en fallait à la patrouille, puis on la démolirait avec soin pour qu'il n'en reste aucune trace. Plus tard viendraient les glaciers, puis les hommes, et en l'an 19352 après Jésus-Christ, 7841e année du triomphe de Maurenne, ces hommes découvriraient le voyage dans le temps et remonteraient jusqu'à l'Oligocène pour fonder l'Académie. Structure complexe de bâtiments longs et bas, aux courbes souples et aux couleurs changeantes, elle s'étalait dans une clairière au milieu d'arbres énormes et très anciens. Au-delà, des collines boisées se déroulaient jusqu'à la rive d'une grande rivière brunâtre, et la nuit, on entendait parfois beugler les brontotères ou rugir au loin les tigres à dents de sabre. Everard sortit de la navette temporelle, une grande boîte en métal sans trait distinctif, la gorge sèche. Il avait la même impression qu'à son premier jour de régiment 12 ans plus tôt, ou 15 à 20 millions d'années dans le futur si l'on veut. Il se sentait seul, impuissant, et désireux de trouver un moyen honorable de rentrer chez lui. Ce n'était qu'une maigre consolation de voir les autres navettes débarquer un contingent d'une 50aine de jeunes hommes et femmes. Les recrues se rassemblèrent peu à peu, mal à l'aise. Au début, on ne se parlait pas, on se contentait de s'entre-regarder. Everard reconnut un col dur et un haut de forme. Vêtements et coiffures montraient la succession des modes jusqu'en 1954 et au-delà. D'où venait la fille à la culotte collante et iridescente, avec ses lèvres vertes et ses cheveux jaunes aux ondulations fantastiques? Ou plutôt, de quand? Un homme d'environ 25 ans se tenait par hasard auprès de lui. Un Anglais, de toute évidence, à voir son tweed usé jusqu'à la trame et son visage long et maigre. Il semblait dissimuler, sous une apparence étudiée et maniérée, une virulente amertume. « Bonjour », lui dit Everard. « Autant faire connaissance ?» Et il déclina son nom et son origine. « Charles Whitcomb, Londres 1947 », répondit l'autre timidement. « Je venais d'être démobilisé de la RAF et ceci m'a semblé une bonne opportunité. À présent, je m'interroge. » « Ça peut l'être, » dit Everard qui pensait au salaire. 15 000 $ par an pour commencer. Mais comment comptait-il les années? Sans doute en fonction du sentiment individuel de la durée réelle. Un homme s'avança dans leur direction. Jeune, mince, vêtu d'un uniforme collant de couleur grise et d'une cape bleu roi qui paraissait scintiller comme cousu d'étoiles. Il arborait une expression aimable, joviale, et s'exprimait avec cordialité d'un accent neutre. « Bonjour à tous, bienvenue à l'Académie. Je suppose que vous comprenez tous l'anglais ?» Everard remarqua un individu portant les vestiges d'un uniforme allemand, un hindou et d'autres individus originaires de divers pays étrangers. « On utilisera donc l'anglais, jusqu'à ce que vous ayez appris le temporel. » Le nouveau venu adopta une posture décontractée, les mains sur les hanches. « Je m'appelle Dart Kelm. Je suis né en, 9573 de l'ère chrétienne, mais je me spécialise dans votre période, laquelle, à propos, va de 1850 à 2000, ce qui signifie que vous provenez tous d'une époque située entre ces deux dates. Je suis votre mur des lamentations officielles si quelque chose cloche. Cet endroit est régi par des règles sans doute différentes de ce que vous attendiez. On ne forme pas nos hommes en masse et on n'a donc pas besoin de la discipline complexe d'une école ou d'une armée. Chacun d'entre vous recevra un enseignement personnel en dehors de l'instruction générale. Il ne nous est pas nécessaire de sanctionner l'échec dans les études car les tests préliminaires nous garantissent qu'il n'y en aura pas et ne prédisent que peu de chances d'échec dans le travail proprement dit. Chacun de vous possède un quotient de maturité d'esprit élevé au sein de sa propre culture. Toutefois, la variabilité des aptitudes signifie que, pour pousser chaque individu au maximum de son potentiel, on doit le guider personnellement. Peu de formalités ici, en dehors de la courtoisie élémentaire. Vous aurez l'occasion de vous distraire comme d'étudier. On n'attend jamais plus de votre part que vous ne pouvez fournir. J'ajoute que la pêche et la chasse sont assez intéressantes dans les environs immédiats et deviennent fantastiques à quelques centaines de kilomètres de vol. Si personne n'a de questions, veuillez me suivre.
Je vais vous présenter la maison. Dard Kelm leur fit la démonstration des appareils en usage dans une pièce modèle, d'un type qu'on se serait attendu à voir par exemple en l'an 2000. Un mobilier discret, adapté d'avance pour un confort parfait, des distributeurs de rafraîchissement, des écrans reliés à une immense bibliothèque audiovisuelle. Rien de trop futuriste jusqu'à présent. Chaque étudiant avait sa propre chambre dans le bâtiment dortoir. On prenait les repas dans un réfectoire central, mais on pouvait organiser des réunions privées. Everard sentit sa tension refluer. Le banquet de bienvenue offrit un menu classique, servi par des machines silencieuses qui l'étaient beaucoup moins. Il y avait du vin en abondance, de la bière et du tabac. Peut-être avait-on ajouté quelque chose dans la nourriture, car Everard éprouva comme tous un sentiment d'euphorie. Il finit par jouer un boogie endiablé au piano, tandis que 6 ou 7 autres emplissaient l'air de leur chant discordant. Seul Charles Whitcomb se tenait sur la réserve, sirotant un verre d'une mine maussade seul dans un coin. Dard Kelm s'abstint avec tact de s'efforcer de l'attirer parmi les autres. Everard se dit que ça allait lui plaire. Toutefois, le travail, l'organisation et le but poursuivi demeuraient encore brumeux. On a découvert le voyage temporel vers la fin de l'hérésiarchie corite, expliqua Kelm dans la salle de conférence. Vous en étudierez les détails par la suite. Pour le moment, croyez-moi sur parole, c'était une époque turbulente où les rivalités commerciales et raciales engendraient des luttes féroces entre des gigantesques combinats, où tous les moyens étaient bons, où les gouvernements n'étaient qu'autant de pions sur l'échiquier galactique. L'effet temporel résulta par hasard des recherches entreprises pour trouver un moyen de transport instantané, dont certains d'entre vous comprendront que la description exigerait des fonctions mathématiques discontinues à l'infini. De même que pour les voyages dans le passé. Je ne traiterai pas cet aspect théorique, car on vous en donnera une idée au cours de physique, mais je tiens à vous dire qu'il met en jeu le concept de relation à valeurs infinies dans un continuum à 4n dimensions, où n représente le nombre total des particules de l'univers. Évidemment, le groupe qui effectuera cette découverte, les 9, se rendait compte de ses possibilités commerciales. Gosses, exploitation minière et toute autre transaction que vous pouvez imaginer, mais aussi technique. Porter à ses ennemis un coup mortel. Voyez-vous, le temps est variable. On peut changer le passé. Une question ? Lança la fille de 1972, Elizabeth Gray, jeune physicienne d'avenir dans sa période. Je vous en prie, répondit poliment Kelm. Je trouve que vous décrivez une situation logiquement impossible. Je vous accorde la possibilité de voyager dans le temps puisque nous sommes ici, mais un événement ne peut pas à la fois avoir et ne pas avoir eu lieu. La logique aristotélicienne ne s'applique pas à de telles situations. Voilà ce qui se passe. Imaginez que je remonte le temps et que j'empêche votre père de rencontrer votre mère. Vous ne seriez jamais venu au monde. Cette portion de l'histoire universelle ne serait plus la même. Elle aurait toujours été différente, bien que je doive garder le souvenir de la situation originelle. Et si vous en faisiez autant pour vous-même, vous cesseriez d'exister ? Non, parce que j'appartiendrais au secteur de l'histoire antérieure à mon intervention. Appliquons l'exemple à vous. Si vous retourniez en, disons, 1946, et que vous vous efforciez d'empêcher le mariage de vos parents en 1947, vous n'en auriez pas moins existé cette année-là. Vous ne cesseriez pas d'exister du seul fait que vous auriez influé sur le cours des événements. Ce serait valable même si vous n'étiez apparu en 1946 qu'une microseconde avant de tuer l'homme qui serait autrement devenu votre père. Mais alors, j'existerais sans origine ? Protesta-t-elle. J'aurais la vie, des souvenirs, tout, et pourtant, rien ne les aurait causés ? Kelm haussa les épaules. Et alors ? Vous prétendez que la loi de causalité ou, à proprement parler, la loi de conservation de l'énergie n'implique que des fonctions continues ? En réalité, la discontinuité est tout à fait possible.
Il rit et s'appuya à son pupitre. Bien entendu, il subsiste des impossibilités. Vous ne pourriez pas être votre propre mère, par exemple, à cause de la génétique. Si vous retourniez épouser votre ancien père, les enfants seraient différents. Aucun ne serait vous, car chacun n'aurait que la moitié de vos chromosomes. Il s'éclaircit la gorge. Ne nous écartons pas du sujet. Vous apprendrez les détails dans d'autres cours. Je ne donne que l'idée d'ensemble. Je continue. Les 9 entrevirent la possibilité de remonter le temps et d'empêcher leurs ennemis d'avoir commencé leurs activités et même d'être nés. Mais alors apparurent les Danéliens. Pour la première fois, il se départit de son attitude débonnaire et narquoise, et il se tint comme un homme nu et seul face à l'inconnaissable. Il reprit d'une voix posée. Les Danéliens appartiennent à l'avenir, notre avenir, plus d'1 million d'années après mon époque. À force d'évolution, l'homme a adopté une forme impossible à décrire. Vous ne rencontrerez sans aucun doute jamais de Danéliens. Dans le cas contraire, cela vous causera un choc. Ils n'ont rien de malveillant, ni de bienveillant. Ils sont aussi étrangers à nos connaissances ou sentiments que nous le sommes à ces insectivores qui vont être nos ancêtres. Il n'est pas souhaitable de se trouver nez à nez avec ce genre de créatures. Ils n'avaient d'autre souci que de protéger leur propre existence. À leur apparition, l'exploration du temps était déjà ancienne chez nous. Les sots, les avides, les fous avaient eu des occasions innombrables de remonter le cours de l'histoire et de la mettre sans dessus-dessous. Les Danéliens ne souhaitaient pas interdire le voyage temporel qui participait du système aboutissant à eux, mais ils devaient le réglementer. Les 9 se virent empêchés de mener à bien leur complot. Et on fonda la patrouille pour faire la police sur les pistes du temps. Votre travail s'effectuera surtout dans le cadre de votre propre époque, à moins que vous n'atteigniez le grade de non-attaché. Dans l'ensemble, vous mènerez une vie ordinaire avec une famille et des amis comme de coutume. Sa part secrète comprendra un bon salaire, une protection efficace, des vacances occasionnelles dans des lieux fort intéressants et un labeur suprêmement utile. Mais vous serez toujours de service. Parfois, vous aiderez des voyageurs temporels en difficulté d'une manière ou d'une autre. Parfois, on vous confiera des missions comme l'appréhension d'ambitieux conquistadors de la politique, de la guerre ou du commerce. Parfois, la patrouille devra s'incliner devant les dégâts déjà causés et travailler au contraire, au cours de périodes postérieures, à contrebalancer les influences pour remettre l'histoire sur la voie désirée. Je vous souhaite à tous bonne chance. La première partie de l'instruction était physique et psychologique. Everard ne s'était jamais rendu compte à quel point son mode de vie avait diminué son être, de corps et d'esprit. Il n'était que la moitié de l'homme qu'il aurait dû être. Il souffrit, mais il eut enfin la joie de se sentir pleinement maître de ses muscles, d'éprouver des émotions renforcées du fait de leur discipline, d'avoir une pensée consciente, rapide et précise. En cours de route, on le conditionna. Devant une personne non autorisée, il ne devait rien révéler de la patrouille, pas même faire allusion à son existence. Quelque influence qu'on exerce sur lui, ça lui était impossible, aussi impossible que de sauter jusqu'à la Lune. Il découvrit aussi, dans leurs moindres détails, les traits de sa personne publique du XXe siècle. On lui enseigna le temporel, cette langue artificielle qui permettait aux patrouilleurs de toutes les époques de communiquer entre eux sans être compris des étrangers, miracle d'expression logique et organisée. Il croyait connaître le métier de combattant, mais il lui fallut maîtriser les stratagèmes et l'usage des armes de 50 millénaires, du glaive de l'âge de bronze jusqu'à la charge cyclique capable d'anéantir un continent. À son retour dans sa propre période, on lui remettrait un arsenal restreint, mais comme il se pouvait qu'on l'envoie à d'autres époques, il fallait autant que possible éviter l'anachronisme évident. Il étudia l'histoire, la science, l'art, la philosophie, les dialectes, les mœurs. Ces derniers sujets ne concernaient que la période 1850-2000.
Si d'aventure on l'envoyait ailleurs, il recevrait un enseignement spécifique d'un conditionneur hypnotique. C'étaient de telles machines qui permettaient d'achever la formation des recrues en 3 mois. Il apprit l'organisation de la patrouille. Dans l'avenir, au-delà d'elle, résidait le mystère que constituait la civilisation danélienne. Mais on n'avait que peu de contact direct avec celle-ci. La patrouille se calquait sur le mode paramilitaire, avec des grades mais sans formalisme particulier. On divisait l'histoire en divers milieux, avec un bureau central, 6 dans une ville importante pour une période de 20 ans, sous couvert d'une activité légitime comme le commerce, ainsi que divers bureaux secondaires. Son époque comptait 3 milieux. Le monde occidental, avec siège à Londres, la Russie à Moscou, l'Asie à Péking. Ces QG se situaient dans les années faciles, de 1890 à 1910, où on avait moins de mal à se dissimuler que par la suite. Des bureaux moins importants, tels celui de Gordon, contrôlant les décennies ultérieures. L'attaché ordinaire, souvent nanti d'une occupation légitime, vivait dans son propre temps. Les communications entre années se faisaient par des navettes robots minuscules ou par courrier, avec des dérivations automatiques pour que les messages n'affluent pas en trop grand nombre au même instant. L'organisation était si vaste qu'Evrard ne parvenait pas à en appréhender l'ampleur. Il avait rejoint un projet nouveau et passionnant. Voilà ce qu'il comprenait pleinement pour l'heure. Ses instructeurs se montraient bienveillants, toujours prêts à bavarder. Le vétéran grisonnant qui lui apprit à manœuvrer plusieurs vaisseaux spatiaux avait combattu sur Mars en 3890. « Vous autres, vous pigez rapidement, dit-il, mais c'est l'enfer d'instruire ceux des ères pré-industrielles. On n'essaie même plus de leur inculquer les premiers rudiments. J'ai eu un Romain, de l'époque de César, un garçon assez brillant d'ailleurs, qui n'a jamais pu se fourrer dans le crâne qu'on ne traite pas une machine comme un cheval. Quant aux Babyloniens, le voyage dans le temps échappait tout simplement à leur conception du monde. On a dû leur fourguer une histoire de bataille des dieux. »« Quelle histoire est-ce que vous nous fourguez, à nous ?» demanda Whitcomb. L'astronaute le regarda de près. « La vérité, finit-il par dire. Tout ce que vous pouvez en assimiler. »« Comment en êtes-vous venu à faire ce travail ?»« Oh, on m'a abattu au large de Jupiter. Il ne restait pas grand-chose de moi. Ils m'ont recueilli, m'ont refait un corps tout neuf, et comme je n'avais plus de parents vivants, et que tout le monde me croyait mort, je n'ai pas vu la nécessité de rentrer chez moi. Ce n'est pas drôle de vivre sous la coupe du corps directeur. Alors j'ai accepté ce poste. Bonne compagnie, vie facile, permission dans un tas d'époques. » Il sourit. « Attendez de voir la période décadente du 3e matriarcat. Vous ne savez pas ce que c'est que de rigoler. » Evrard n'émit aucun commentaire, fasciné qu'il était par le spectacle du globe énorme de la Terre roulant devant un fond d'étoiles. Il se lia d'amitié avec les autres étudiants, aimables et, du fait qu'on les avait choisis pour la patrouille, audacieux et intelligents par nature. Une ou deux idylles se nouèrent. Evrard se rappela le portrait de Jenny, mais il n'y avait pas ici de malédiction. Le mariage était tout à fait possible, du moment que le couple choisissait l'année où s'installer. Il aimait lui-même beaucoup les filles, mais il ne perdait pas la tête. Fait étrange, ce fut avec le taciturne et morose Whitcomb qu'il se retrouva le plus intime. Il y avait quelque chose d'attirant chez cet Anglais, si cultivé, si brave garçon, et cependant comme perdu. Un jour, ils partirent se promener. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.